Bonjour et bienvenue au webinaire sur les nouveautés de Zerfor Online sur Q1. Nous verrons les nouveautés de Q1, mais aussi nous referons un petit flashback sur les nouveautés qui ont été lancées en décembre. Comme vous le savez, en décembre 2018, nous avons lancé le lancement continu de Zerfor Online. Donc, ça veut dire que tout simplement, tous les trimestres, nous allons lancer des nouveautés sur Zerfor Online. Et une fois par an, il y aura ces nouveautés qui seront rassemblées pour les clients Zerfor On-Premise. Voilà, qui auront, eux, un lancement annuel. Nous allons voir dans un premier temps les nouveautés qui ont été lancées en décembre, puis celles qui ont été lancées la semaine dernière sur Q1. Nous allons enfin voir les nouveautés qui seront lancées sur Q2 2019. Les nouveautés Zerfor Online qui ont été lancées en décembre 2018, c'est Capture as a Service. Donc qu'est-ce que Capture as a Service? Eh bien tout simplement c'est le Content Connector qui avait déjà énormément de fonctionnalités disponibles, qui va maintenant supporter l'OCR et la lecture de code barre. Il va tout simplement faire ce que faisait le module Capture, mais en mode service. Voilà. Donc le Content Connector faisait de la surveillance de boîtes mail, de répertoire et d'espace cloud. Il va maintenant récupérer des documents et extraire des informations qui se trouvent sur ces documents-là par rapport à des profils que l'on aura définis en amont avant de les envoyer dans Zerfor pour de l'archivage ou pour du workflow. Capture as a Service, pourquoi nous avons choisi cette nouvelle fonctionnalité au mois de décembre? Tout simplement parce que c'est la fonctionnalité qui a eu le plus de votes sur notre portail d'idées, donc Ideas Portal de Zerfor, sur lequel bien sûr je vous invite à soumettre des idées de nouvelles fonctionnalités. Le solution, donc voyons maintenant l'histoire complète de ce que l'on peut proposer avec cette nouvelle fonctionnalité pour le traitement des factures fournisseurs. Eh bien, tout d'abord, nous recevons la facture soit par email en pièce jointe, soit par courrier en papier. Et donc, le Content Connector va venir surveiller les boîtes de messagerie qui ont été prédéfinies. Il va surveiller des répertoires dans lesquels ont été scannées les factures papier et va venir scruter des espaces cloud sur lesquels des factures ont pu être déposées. Le document va être récupéré et puis ensuite les informations vont être extraites en fonction de profils prédéfinis. La surveillance de boîte mail, je vous rappelle ce que c'est. Eh bien, c'est une fonctionnalité qui est disponible déjà depuis des années avec le Content Connector. On va venir scruter une boîte de messagerie qui s'appelle par exemple facture@superboîte.fr, récupérer les pièces jointes qui font partie de cette boîte de messagerie-là et les rentrer dans Zerfor. La saisie des données se fait sur des profils prédéfinis, hein, comme je le répète, mais comme ce que vous connaissiez avec Capture. C'est-à-dire qu'il faut avoir des modèles que l'on va configurer dans le Solution Designer, dans le Content Connector, dans le profil de Content Connector, avec des zones, même si ces zones, Walid pourra vous l'expliquer un petit peu plus en détail, même si ces zones peuvent être assez vastes, et on va pouvoir donner des règles de reconnaissance sur ces zones-là. Voilà, c'est vraiment parfait ce cas de figure et cette fonctionnalité, elle est parfaite pour les entreprises qui ont à peu près une dizaine de fournisseurs réguliers et qui représentent la majorité des factures. Donc, par exemple, quand on est une dizaine, c'est vraiment notre ressenti. Si une dizaine de factures, si on a une dizaine de fournisseurs, ça peut être aussi une vingtaine de fournisseurs. Ça dépend de ce que veut faire l'entreprise et votre client. Voilà. Ensuite, les données peuvent être envoyées à l'ERP, hein, on le sait, dans Zerfor via XML en natif ou via CSV avec un petit développement. Ensuite, on a bien sûr les fonctionnalités classiques de Zerfor avec le rapprochement des documents comptables avec les documents liés et puis ensuite avec, donc là qui permettent de répondre à la notion de piste d'éditifiable, hein, bien sûr, je vous l'apprends pas, et bien sûr la procédure de validation qui se fait via le workflow, via les ordinateurs ou via le portable. Donc c'est vraiment un processus très fluide pour arriver jusqu'au paiement de la facture. Voilà, donc c'était un petit rappel de l'histoire complète de ce que vous pouvez raconter à vos clients. Et maintenant, je laisse la main à Walid pour qu'il vous montre ça. Donc, pour la partie Capture as a Service, en fait, maintenant, vous avez une nouvelle option dans la partie profil d'indexation. Quand vous allez créer un nouveau profil d'indexation pour fichier, ici, dans la partie extraction de données, vous allez pouvoir le faire avec code barre extracteur de données ROC. C'est-à-dire que tous les fichiers images vont pouvoir qui contiennent des informations vont pouvoir avoir leurs informations extraites. Et donc de sélectionner cette option-là.
aller dans la partie exemple pour chercher un fichier de ce type afin de pouvoir extraire les données, donc avoir un fichier exemple. Donc ici, moi, je vais m'appuyer sur une facture, porte. Donc, on a notre fichier exemple qui s'affiche sur le côté. Voilà. Donc, ici, je veux extraire le numéro de facture. Je vais donc sélectionner la zone complète. Si je sélectionne la zone complète, la ligne complète, ça va m'extraire l'ensemble des informations qui sont sur cette ligne. Il suffira juste de rajouter une petite partie script pour récupérer ce qu'il y a après le facture numéro et avant le dû. Donc là, quand on sélectionne la partie que l'on veut récupérer, on va voir ce que l'on a récupéré en bas, ça va s'afficher. Donc ici, vous voyez qu'on a bien le texte qui est correctement affiché. On va donc donner un nom à cette zone. Donc ici, ça sera, si on veut que ce soit le numéro de facture, on va dire que c'est numéro de facture. Vous allez pouvoir rajouter un ensemble d'options. Donc déjà, sur quelle zone de reconnaissance de caractères, sur quelle page pardon, vous voulez récupérer les caractères. Ensuite, vous allez pouvoir mettre de l'interruption de document. Donc ça, c'est classique comme les autres options. Vous pouvez mettre des jeux de caractères rock que vous voulez récupérer. Si ces caractères ne sont pas visibles, alors ils ne sont pas corrects, alors ils ne sont pas récupérés. Si vous voulez que du numérique, par exemple, il ne va récupérer que le numérique dans votre zone sélectionnée. Et ensuite, vous pouvez mettre une langue d'OCR. Une fois que vous avez sélectionné votre zone et fait les différentes zones, okay, vous allez avoir votre extracteur de données qui est récupéré. Il suffira ensuite de sélectionner la catégorie. Donc ici, si je sélectionne une catégorie de facture, peu importe, et que je veux mettre mon numéro de facture. Donc là, on va rajouter très rapidement un petit script qui va nous permettre de récupérer que le numéro de facture. Donc ici. Dans les objets, vous allez avoir voilà, la variable que vous avez configurée, exact. Et donc, alors c'est tout petit, j'agrandirai ça juste après. Et du coup, il faut juste récupérer ce qu'il y a entre alors, les factures. Donc, hop. Et je vais ouvrir un Word pour le zoomer un petit peu parce que j'imagine que c'est ici pour vous. Mais ce qu'il y a après facture, numéro, autorisation et dû. Hop, hop. Donc là, je vais vous montrer très rapidement, ça va être un peu plus grand je pense pour vous. Donc ici je récupère depuis ma variable numéro de facture que j'ai créée, tout ce qu'il y a, donc le point d'interrogation c'est ce que je récupère, tout ce qu'il y a avant facture numéro et après dû et peu importe ce qu'il y a après. Ça va me permettre de récupérer le numéro de facture. On va pouvoir faire la même chose pour les dates, etc. Donc finalement la position est importante parce qu'on ne va pas sélectionner sur toute la page, sinon ça risque il risque d'y avoir des artefacts qui ne vont pas forcément récupérer la bonne valeur, mais il suffit juste de récupérer par exemple dans l'entête ou le pied de page de la facture pour récupérer les données. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma partie facture fournisseur OCR. Ici j'ai donc récupéré l'ensemble des valeurs avec les scripts. C'est la même chose, hein. Les scripts ils vont me permettre de récupérer les valeurs. Et donc, si je fais un test sur ma facture, on peut voir que l'ensemble des données sont récupérées. Voilà. Donc, si on regarde les données, on voit que l'ensemble des données sont récupérées. Il suffit ensuite d'associer ce profil d'indexation à une adresse mail, à une récupération par mail dans la surveillance de boîte aux lettres, pour que cela puisse être récupéré de façon automatique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai deux adresses mail. Une adresse mail qui va me permettre de récupérer celle-ci. Donc, c'est mon adresse mail qui va être scrutée. Une adresse mail qui est utilisée
pour l'envoi. Donc, l'adresse mail supplier, ça va me permettre de récupérer ma facture, et l'adresse mail générique, ça va me permettre d'envoyer une facture, de réceptionner la facture. Ensuite, ici, je mets une nouvelle facture, et j'ajoute une facture free. Donc, nouvelle facture. Donc, ce qui est réalisé, c'est qu'il y a un script qui permet de vérifier l'adresse mail de l'émetteur. Si l'émetteur ici s'appelle therefore.supplier1, alors on considère que c'est le free comme fournisseur. Voilà, donc il y a ma facture qui est arrivée avec ma pièce jointe. Le content connector va donc scruter mon adresse mail therefore.invoice@gmail.com avec différents paramètres en utilisant un profil, mon profil facture free. Et donc ici, si je vais maintenant dans ma partie processus achat facture, il y a un petit temps d'attente, mais je vais retrouver ma facture free qui est correctement intégrée avec les différentes données d'index associées, les données d'index qui ont été récupérées. Voilà pour la partie capture as a service. Donc, combien de profils mon client peut avoir? Donc, nous, on recommande une dizaine de profils pour une utilisation optimale, mais c'est pas une limitation technique de Zerfor. Voilà. Il faut savoir que plus il y aura de profils et de volume, par contre, plus ça risque de ralentir le processus. Donc, les factures pourront arriver des minutes ou une heure plus tard, indexées dans le système, juste le temps que le workflow traite toutes les factures. Mais si vous voulez avoir 50 profils différents, avec un haut volume, vous pouvez le faire. Et voilà. Après, il s'agit juste d'avoir un système optimisé pour être sûr d'avoir l'adhésion des utilisateurs et une performance qui soit adéquate. Est-ce que mon client peut avoir plusieurs taux de TVA? Oui, il suffit d'avoir des champs dans la catégorie qui soient correspondants à ces différents taux de TVA et d'avoir créé le profil qui correspond à ces champs avec les différents index et les différentes zones reconnues en fonction de ces taux de TVA. Quelle est la différence entre Capture et le Content Connector? Le Capture est installé sur un poste utilisateur et ne tourne pas en service. L'avantage du Capture, c'est que vous pouvez faire du vidéocodage et que vous pouvez donc voir le document et remplir des index en même temps. Donc ça peut vous permettre de remplir sur les factures qui ne font pas partie des 10 profils ou des 15 profils maîtres que vous avez sur les autres sur vos autres fournisseurs. Donc en règle générale, il est fort probable que vous ayez le Content Connector et le Capture. Le Content Connector pour gérer en masse et en service les profils récurrents de vos fournisseurs les plus gros, les plus importants, et le Capture pour gérer le reste du flux qui arrive sur des fournisseurs qui n'ont pas de profil et qui donc faut rentrer manuellement. Voilà. Quid de mes clients on-premise aujourd'hui? Donc jusqu'au mois de juin, au moment du lancement de Zerfor on-premise, eh bien ils n'auront pas cette fonctionnalité-là, mais à partir du mois de juin, donc vraiment demain, il y aura cette fonctionnalité avec le Content Connector. Que se passe-t-il quand il y a des champs manquants à l'indexation? Si ce ne sont pas des champs obligatoires, et bien forcément ça ne bloque pas le process et donc ça peut être géré de façon fluide normalement. Que se passe-t-il pour les factures qui arrivent et qui n'ont pas de profil? Eh bien dans ces cas-là, il y a une tâche de workflow qui doit être créée pour que ce soit une indexation manuelle du document. Quelle est la différence entre PowerScan et Zerfor Content Connector? Alors en gros, il manque sûrement des points. Les deux font à peu près la même chose pour l'online aujourd'hui et en juin pour le Zerfor on-premise. Voilà. Dans quel cas est-ce que vous pouvez utiliser Extract? Extract forcément est beaucoup plus puissant. On va gérer des volumes beaucoup plus importants, de la reconnaissance des informations qui sont variables et dynamiques, un nombre de fournisseurs beaucoup plus important aussi, et de la ligne article. Voilà, donc ça va être beaucoup plus performant en termes de fonctionnalité. Est-ce qu'on peut gérer des profils Excel? Oui, bien sûr, on peut aussi gérer des profils Excel.
Voilà, les nouveautés de Zerfor Online Q1. Donc là, on a vu la nouveauté de décembre. Qu'est-ce qui se passe en Q1? Il y a plus de méthodes d'authentification, des créations automatiques de documents, la notification pour le stockage et des gestions des erreurs du Content Connector. Alors, pour cette partie-là, vous avez 3 nouveaux modes d'authentification. Donc tout d'abord, vous avez OpenID Connect. Ensuite, vous avez Auth 2.0 et GW2 Tokens. Ces 3 méthodes d'authentification, le premier OpenID Connect, il vous permet de faire de l'authentification avec des applications tierces telles que Azure Active Directory ou Okta. Et donc, Auth 2.0, il vous permet principalement, via Uniflow Online, de sauvegarder des documents en utilisant une connexion de l'utilisateur. Mais ça permet aussi à des applications tierces, utilisant Auth 2.0, d'avoir une nouvelle méthode d'authentification. Et enfin, on utilise le Custom W2 Token, qui permet de créer des authentifications personnalisées pour des applications tierces, par exemple. Ça permet de créer du SSO pour Zerfor Portail, pour le client web, ou pour du développement API de Zerfor. Quels sont les bénéfices clients? Alors, eh bien, d'avoir plus de méthodes d'authentification. Jusqu'à maintenant, on avait simplement une authentification simple via Zerfor. Ça nous permet d'être beaucoup plus flexible en termes de connexion. Voilà, comme je vous disais, on avait une connexion avant uniquement via l'AD, donc c'était assez limité, même si ça correspondait à beaucoup de cas de figure. Mais bien évidemment, la technologie évolue, les modes d'authentification aussi, notamment avec l'interaction entre les différentes applications et online. Donc on étend les possibilités et puis ça ajoute plus de sécurité puisque certains modes de connexion nécessitent pas seulement un mot de passe mais aussi une empreinte, un SMS avec un code. Alors, OpenID, qu'est-ce que OpenID Connect? On va vous faire une démo juste après, mais OpenID Connect, c'est une couche supplémentaire d'authentification en plus du protocole Auth 2.0. Et ça permet à tous les clients de demander de recevoir des informations sur des sessions ou des utilisateurs authentifiés. Alors, donc les cas d'usage, finalement, on va pouvoir utiliser Azure AD en tant qu'annuaire utilisateur dans le cloud, au lieu de se baser uniquement sur l'Active Directory classique. Et donc les utilisateurs et les groupes sont définis et authentifiés dans Azure AD et connectés à Zerfor en utilisant les tokens OpenID Connect. Et du coup, il n'y a pas besoin d'utilisateurs et de mots de passe à créer dans Zerfor. On va aussi pouvoir utiliser Okta en tant qu'annuaire utilisateur dans le cloud. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous allons intégrer dans la sécurité de Zerfor des comptes qui dépendent de Azure Active Directory. Donc, pour cela, on va passer par 3 étapes. Une étape via le Solution Designer, une étape via le portail Azure Active Directory et une autre étape à nouveau par le designer. Donc là, comme vous pouvez le voir dans le designer, vous n'avez aucun compte et aucun domaine lié à Azure Active Directory. On a des comptes classiques finalement de Zerfor qui sont mis dans le Solution Designer. Donc vous voyez ici, tout en haut, on a une nouvelle option qui est l'accès, qui vous permet de rajouter des accès d'authentification externe, en plus d'avoir regroupé la partie classique de l'authentification par utilisateur et groupe. Donc, nous allons ici utiliser la partie External User Active Directory, mais on a les différents nouveaux modes d'authentification qui existent. Pour cela, on va d'abord aller sur le portail Azure pour pouvoir donc créer des utilisateurs, créer des groupes, et ensuite faire le lien entre les utilisateurs et groupes Azure Active Directory et Zerfor. Donc là, comme vous pouvez voir, on a différents utilisateurs qui ont déjà été enregistrés, qui sont de domaines différents. Donc ici, on a du domaine onzerfor.com ou tfodev.onmicrosoft.com. Donc tous ces utilisateurs-là vont pouvoir être rajoutés à Zerfor. On a aussi, pour les besoins de la démo, créé un groupe Zerfor User qui ici contient 4 utilisateurs qui vont avoir des droits bien distincts sur Zerfor. Donc
On va tout d'abord, dans un premier temps, configurer une nouvelle application dans le portail Active Directory. Donc il faut aller dans App Registration et ça va vous permettre d'ajouter Zerfor pour que Zerfor ait les accès nécessaires à l'authentification, à la récupération des comptes sur Active Directory. Donc, on va donner un nom à à l'application. Nous, ici, on va lui donner Zerfor, un nom Zerfor. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ça n'a pas ce n'est pas restreint. Après, il vaut mieux que ce soit parlant pour que vous puissiez ensuite y retourner et l'utiliser correctement. Donc, on va laisser par défaut le account in the organization directory only, et ensuite, on va mettre l'URL qui va nous permettre via le Zerfor Web Access de se connecter avec l'authentification Azure Active Directory. Donc l'URL web, c'est très simple, il faut mettre votre tenant.zerforonline.com avec la connexion Web Access. Alors elle a changé, c'est client/web. Et donc la partie qui est à la fin sera tout le temps la même pour chaque Zerfor. Par contre, c'est seulement la partie du début qui va varier en fonction de votre tenant. Donc, finalement, ce lien-là est tout le temps le même, sauf le myTenant qui là change en fonction du tenant. Une fois que vous avez fait cela, vous allez enregistrer la configuration. On va passer à une nouvelle étape qui est modifier quelques paramètres supplémentaires dans différentes parties. Donc tout d'abord, on va modifier des données dans la partie authentification. Donc dans la partie authentification, il suffit juste de cocher la partie Native Client, HTTP Login Microsoft Native Client, et de cocher l'Access Token et l'ID Tokens pour justement permettre la connexion avec les tokens de l'Azure Active Directory. On sauvegarde. Ensuite, il va falloir modifier la partie manifeste. Donc à nouveau, cette partie, ça va être tout le temps la même chose. Donc si vous l'avez déjà fait pour un tenant, vous allez pouvoir le faire. Ça reste la même chose pour les autres. Donc on va autoriser le public client, donc changer le paramètre à true, et le group membership, on va mettre security group. Une fois que l'on a fait cela, on va sauvegarder. Et il nous reste une partie qui est facultative, qui va nous permettre de modifier, qui est la partie branding. Donc, et donc ça vous permet de rajouter dans la page de Microsoft Azure sur Zerfor Client Login le logo de Zerfor, etc. Donc cette partie est vraiment facultative. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas à la modifier. Ici, on va pas modifier les choses. On va continuer pour permettre l'authentification depuis Zerfor. Donc une fois que l'on a fait cela, vous voyez, il y a différents paramètres sur la page Overview qui vous permet, qu'il va falloir retenir. Le paramètre le plus important, c'est l'Application ID, qui est tout en haut de la page. Cet ID, cet identifiant, va nous permettre de faire le lien entre Zerfor et Azure Active Directory. Donc on va retourner sur la partie Solution Designer et on va faire la configuration depuis Solution Designer. Donc là, elle est assez simple. Il suffit de créer un nouvel External User Directories. On va rajouter une ligne. Donc là, vous pouvez voir, il y a plusieurs lignes. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter sur plusieurs Azure Active Directory différents. Donc, et ensuite, mettre des droits en fonction. Donc on sélectionne Azure Active Directory et c'est là que l'on va mettre le Zerfor Client ID qui était sur la page du portail Zerfor Active Directory. Donc il suffit juste de faire un copier-coller pour faire le lien entre Zerfor et le portail Azure. Ensuite, on va rajouter les domaines associés qui vont
avoir la permission d'être présent dans Zerfor. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des utilisateurs. Vous avez différents domaines associés à chaque compte, parce que l'Azure Active Directory peut récupérer différents utilisateurs de différents domaines. Donc là, on a des domaines qui sont onzerfor.com, tfodev.onmicrosoft.com. Donc là, vous spécifiez l'ensemble des domaines dont vous avez besoin, vous séparez ça par un point virgule, ou si vous en avez besoin que de un, vous ne mettez que le domaine dont vous avez besoin. C'est ce qu'on va faire ici, on va rajouter le domaine onzerfor.com, parce que dans le groupe Zerfor Security, Zerfor User, ce que vous avez vu tout à l'heure, il n'y a que des utilisateurs qui sont dans le domaine onzerfor.com. Donc il suffit juste de retourner sur la partie Solution Designer. Juste attendre qu'il le fasse. Voilà. Donc dans la partie Additional Domain, vous mettez les domaines, donc ici le onzerfor.com, vous cliquez sur OK, et là une page va s'ouvrir pour vous demander de vous authentifier afin que vous ayez les droits de faire le lien entre Zerfor et l'Azure Active Directory. La page d'authentification, ça va être une page d'authentification Azure, bien sûr. Donc, elle va s'ouvrir, vous sélectionnez un compte qui a les droits, bien sûr, de le faire. Vous allez mettre le mot de passe. Et une fois que c'est fait, alors les données vont pouvoir être récupérées. C'est ce qui est fait ici. Là, donc, on sélectionne le compte qui a les droits. On accepte, on permet à ce que on puisse faire le lien entre Zerfor et Azure Active Directory. Et une fois que c'est fait, on a bien notre paramètre qui est présent. Donc si maintenant on va dans la partie sécurité de Zerfor, on va pouvoir récupérer l'ensemble des utilisateurs du domaine tfodev.onmicrosoft.com, donc de l'Azure Active Directory. Vous vous rappelez, on a 4 utilisateurs qui sont présents dans le groupe Zerfor Security, et donc là, si on recherche ces utilisateurs, ici, on peut voir que les utilisateurs sont présents. Il suffit juste ensuite de les ajouter, ou d'ajouter le groupe, ici, Zerfor User, et de mettre les droits correspondant à ce groupe pour que ce groupe puisse maintenant avoir accès à Zerfor. Donc là, on va mettre les droits de lecture-écriture. Voilà. Donc voilà pour la partie paramétrage. Si maintenant, on va vous montrer comment cela fonctionne au niveau de la partie utilisateur. Donc un utilisateur va vouloir se connecter à Zerfor. Alors, on va vous montrer différents moyens de le faire. On va vous montrer la partie Zerfor Web Access et la partie classique de Zerfor. Parfait. Donc ici, pour se connecter à Zerfor Navigateur, on va utiliser le lien et ici, un utilisateur, un mot de passe va être demandé. Mais il faut d'abord paramétrer la partie connexion avec l'Azure Active Directory. Je te laisse continuer la vidéo en cliquant sur Play, ça marche parfait, merci. Donc dans les paramétrages, vous avez maintenant une nouvelle option, ici dans Authentication Provider, qui va vous permettre de sélectionner quel type d'authentification vous voulez. Donc nous, l'authentification que l'on a créée, c'est une authentification via Azure Active Directory. Il suffit juste de sélectionner Azure Active Directory. Là. Et dans les paramétrages, mettre le domaine, donc le client ID va être récupéré automatiquement, et mettre le domaine associé à ce client ID. Donc là, c'est votre domaine, finalement, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure, le onzerfor.com. Donc on va cliquer sur OK. Et vous allez voir, la partie authentification, du coup, va changer. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de vous proposer un utilisateur, un mot de passe classique de Zerfor avec la boîte de dialogue utilisateur et mot de passe, on va directement
quand on va vouloir se connecter, avoir la page de Azure Active Directory qui va s'ouvrir et qui va s'afficher pour que vous puissiez vous connecter avec votre compte. C'est ce qui va être fait tout de suite. Donc, vous voyez, maintenant l'authentification se fait directement depuis Azure. On va juste attendre que ça s'affiche. Voilà. Donc vous rentrez votre mot de passe et vos droits vont être utilisés via votre compte. Donc ici, on a sélectionné e.cooper et il suffit juste de mettre le mot de passe associé et Zerfor va s'ouvrir avec les droits de la personne associée. Donc là, on a de l'authentification par mot de passe, mais en utilisant l'Azure Active Directory. On va aussi pouvoir avoir de l'authentification par numéro de téléphone, par SMS. Donc c'est ce qui va être fait juste après. Voilà. Donc ici, tout d'abord, on va faire la partie web. Donc la personne veut se connecter depuis sur Zerfor, mais en mode web. Pour cela, elle va cliquer sur le lien Zerfor Web Access classique. Et là, vous voyez, au lieu d'avoir la page d'authentification Zerfor, on a la page de Microsoft qui s'ouvre avec de l'authentification par mot de passe. Et une fois qu'on se connecte, alors on est directement redirigé sur Zerfor. Donc à nouveau, que ce soit via Zerfor Navigator ou Zerfor Web, on a le même type d'authentification. On ne passe plus par de l'authentification avec de l'Active Directory, de l'annuaire d'entreprise classique ou des authentifications par des utilisateurs Zerfor, mais directement par des utilisateurs depuis Azure Active Directory. Donc là, on peut voir que en fonction des méthodes d'authentification, alors je suis désolé, je vais te demander juste de revenir un tout petit peu en arrière pour montrer la page qui s'affichait. On n'est pas obligé de s'authentifier avec un mot de passe, on peut s'authentifier avec un numéro de téléphone. C'est en fonction du paramétrage que vous allez faire sur Azure, sur le portail Azure, quelle authentification vous allez choisir. Ici, on a choisi une authentification par numéro de téléphone, et donc une fois que la personne se connecte, elle rentre son numéro de téléphone et automatiquement, elle est connectée à Zerfor. Donc, et elle dispose des droits associés à son compte. Donc là, à nouveau, on monte la partie Zerfor Web Access avec l'authentification par numéro de téléphone. Donc, à nouveau, comme je vous l'ai dit, que ce soit par Zerfor Navigateur client lourd ou Zerfor Web Access, on a le même type d'authentification finalement. Ici, si vous voulez à nouveau vous connecter à Zerfor Web Access, mais que vous voulez vous connecter avec un annuaire d'entreprise de l'Azure Active Directory, mais en version classique, sans passer par la partie Azure, le portail Azure de Microsoft, alors vous allez pouvoir le faire. Il suffit juste de spécifier le domaine dans lequel vous voulez vous connecter, et vous allez pouvoir vous connecter directement. Donc là, on passe directement. Donc voilà pour la partie authentification via OpenID. Si maintenant on parle de l'authentification via Auth 2.0. Alors qu'est-ce que Auth 2.0 ? Auth, c'est Open Authorization et un standard ouvert pour les autorisations basées sur des tokens sur Internet. Cela permet à des services tiers d'utiliser les données d'un compte utilisateur sans exposer son mot de passe. Auth agit en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un utilisateur final en fournissant un service avec un token d'accès qui autorise les informations d'un compte à être partagées. Et ça permet à différents services avec un accès via token de partager des informations. Par exemple, vous allez pouvoir le faire avec Dropbox ou Facebook, partager des documents directement en publiant sur Facebook, sur Dropbox, etc. Donc ici, Auth 2.0, comme je vous l'ai dit, est aussi utilisé avec Uniflow Online. Donc un cas d'usage, par exemple avec Uniflow Online, c'est qu'un utilisateur Uniflow Online peut scanner et traiter des documents qui sont sauvegardés dans Zerfor Online sans avoir à s'authentifier dans Zerfor, en utilisant du coup le compte de l'utilisateur qui scanne le document. Donc comment est-ce que cela fonctionne ? On a une architecture cloud où dans Azure on a Zerfor Online et Uniflow Online. Donc le client via son navigateur va vouloir se connecter à Uniflow Online. Une demande d'authentification via Zerfor Auth 2 va lui être demandée. On va regarder si cette personne
a un accès à Uniflow Online. Si c'est le cas, alors on va lui retourner un token, une clé, qui va lui permettre temporairement d'accéder à Uniflow Online et ensuite d'utiliser cette clé entre Uniflow Online et Zerfor pour faire l'envoi de documents. Donc là, tu peux, alors là, les petites étapes, c'est ce que ça explique exactement. Donc à nouveau, l'implémentation, elle est assez facile, telle que l'implémentation que je vous ai montrée pour External User Active Directory. En fait, vous pouvez ajouter n'importe quelle application tierce autre que Uniflow Online qui utilise l'authentification OAuth 2.0. Et l'accès peut être accordé selon l'application. Donc vous pouvez rajouter différentes applications et mettre de la sécurité en fonction de l'application utilisée. Alors, on va parler maintenant de JWT Tokens. Donc, qu'est-ce que JWT Token? C'est JSON Web Token. C'est un standard qui est ouvert et qui définit un moyen compact et autonome de transmettre des informations en toute sécurité entre les parties sous forme d'objets JSON. C'est par exemple utilisé pour la partie portail ou pour la partie SSO entre le web et Zerfor. Donc par exemple, justement, ça fait le SSO depuis Zerfor Portail, un portail universitaire. Ici, la connexion avec les identifiants, on va se connecter avec les identifiants du portail de l'université. Donc on va récupérer les identifiants du portail de l'université, voir si les identifiants ont les droits, et ensuite se connecter au portail directement. Donc là, le JW2 token est transmis du portail de l'université directement depuis le portail Zerfor, et ensuite on peut voir les différents droits associés à l'utilisateur. Donc les bénéfices sont que ça fournit une plus grande flexibilité pour une expérience SSO, et ça crée une relation de confiance entre les applications pour une meilleure connectivité. Ça nous a été surtout demandé pour ne pas avoir à s'authentifier deux fois sur la partie portail. Par exemple, si on met le portail sur un intranet, on n'a besoin que d'une authentification sur l'intranet pour pouvoir accéder directement au portail. Alors, on va passer à la partie création automatique de documents. Et ça qui est très pratique et très opérationnel. Hein. Donc qu'est-ce que la création automatique de documents? Eh bien tout simplement c'est une nouvelle tâche de workflow qui va générer automatiquement des documents en utilisant des modèles et des index et les combiner pour créer un document. Donc ça peut être un modèle PDF ou Office. On va combiner ça à des index qui sont présents dans Zerfor. On va lancer une tâche de workflow et ça va sortir et créer, éditer, générer un nouveau document. Voilà, tout simplement. Alors, quelques exemples de cas d'usage, même si on a tous des idées en tête et que je suis sûre qu'on vous a déjà posé la question en clientèle si on le faisait. Eh bien, on a par exemple des processus d'accueil d'un nouveau client, voilà, avec une lettre de bienvenue qui va être envoyée par la poste, qui va créer un document qui va être associé à un email. Pas la création d'un corps de l'email, puisque ça on pouvait déjà le faire, hein, mais vraiment un document à part entière. Donc, on va insérer des données clients dans une lettre de bienvenue qui est standardisée au sein d'un workflow et on va comme ça envoyer cette lettre de bienvenue au client. Les bénéfices, eh bien, on va créer automatiquement, par exemple, un volume élevé de nouveaux documents sans intervention de l'utilisateur. Donc, on fait gagner un temps considérable aux administrations et en temps, voilà, c'était des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, les employés, c'est le dernier point, mais vont pouvoir se concentrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée qui apportent bien évidemment plus d'efficacité et de productivité globale dans le traitement des processus de l'entreprise et des opérations. C'est utile pour des situations dans lesquelles un document est structuré et qui doit être créé et rempli avec des données variables. Voilà, donc c'est un petit peu une gestion d'éditique light, on va dire, au sein de Zerfor. Par exemple, donc des bons de commande, des commandes sortantes, des commandes, voilà, des réponses à des commandes entrantes, des devis, des factures, des bons de livraison, etc. La partie création alors je vais tout d'abord vous montrer comment créer ce que ça donne. Alors, je vais revenir sur la partie bon de commande. Donc, avant, quand on crée un formulaire de bon de commande, donc,
Avant qu'on crée un formulaire de bon de commande, si on n'avait aucun document de présent dans ce bon de commande, alors dans ce formulaire, alors on avait cette page justement qui s'affichait en page de garde. Maintenant, vous allez pouvoir avoir en page de garde du coup votre document. Donc je rentre différentes informations associées à mon bon de commande. D'accord ? Et ensuite, j'ai un workflow. Ensuite, j'ai un workflow qui va me permettre directement de créer à partir du formulaire que j'ai créé, justement ici, un document que l'on... Pardon. Sur le document. Voilà. Et je vais lancer le workflow. Une validation juste avant, excusez-moi, ça va être rapide. Donc, il faut que je valide mon bon de commande pour pouvoir le transformer. Je crée un bon de commande, je crée un document en direct, ça va être plus simple. Donc pour cela, en fait, dans la partie workflow, je crée un nouveau processus. Donc génération de fichiers. Ici, je vais sélectionner une catégorie. Peu importe la catégorie, je vais prendre la catégorie contrat fournisseur, par exemple. Je vais essayer le démarrage. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous avez deux nouvelles tâches. Une tâche création de document et ajout fichier au document. Ici, on va ajouter un fichier au document, parce qu'on ne va pas créer un nouveau document Zerfor, mais bien rajouter un fichier au document Zerfor qui va être créé. Mais la partie création de document va, elle, vous permettre de créer dans une catégorie spécifique un document en utilisant un template. Donc, comment cela fonctionne? Vous allez sélectionner la tâche ajouter un fichier. Ici, vous allez, comme la génération manuelle de gabarit Word ou Excel ou Office présente, créer votre gabarit. Donc ici, j'ai un gabarit de bon de commande, mais si je vais sur un gabarit de contrat, je vais en avoir quelque part. Ici, je pense que c'est gabarit de contrat. Ici, j'ai un gabarit de contrat. Vous allez mettre les différentes données associées. Voilà, vous voyez, vous mettez vos différentes balises finalement, qui vont récupérer les données qui seront les données d'index. Donc ici, j'ai une balise fournisseur et une balise date de contrat. D'accord ? Donc ce document Word, vous allez l'enregistrer dans Zerfor. Pour cela, ici, il faut rechercher un nouveau gabarit. Alors, je vais rechercher un nouveau gabarit. Rechercher le gabarit correspondant. Donc, à nouveau, les gabarits, c'est soit des gabarits PDF ou Word. Il est déjà il est ouvert, donc il faut que je le ferme juste. Donc, une fois que mon gabarit est donc on va enregistrer gabarit, je vais lui donner un nom. Vu que je l'ai déjà enregistré, je vais juste le sélectionner. C'est le même, voilà, c'est celui-ci. Et donc ensuite, vous allez rajouter vos contrôles de contenu. Donc là, vous allez avoir les noms des balises, donc date de contrat et fournisseur. Si je retourne dans mon template, on a bien au niveau de la partie design, ma date de contrat et mon fournisseur. Puis, dans la partie Solution Designer, vous allez mettre donc, la date de contrat et l'associer à une donnée d'index de votre catégorie. Donc là, on est sur le workflow contrat, donc on a différents index sur cette catégorie. Donc ici, on a la date du contrat, donc on met date de début de
contrat. On rajoute en dernier la partie fournisseur et on va mettre que c'est non fournisseur. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans la partie options de stockage et vous allez spécifier différentes options. Le mode d'ajout, est-ce que vous voulez ajouter le document? Donc ça va l'ajouter après les différents documents qui sont présents dans votre document d'Airfort. Est-ce que vous voulez l'insérer, donc le mettre au début de votre document d'Airfort? Est-ce que vous voulez remplacer votre document d'Airfort par ce document-là? Ici, on va le remplacer. Et ensuite, vous allez pouvoir spécifier le format. Est-ce que vous voulez que ce soit du doc ou du PDF? On va le laisser en doc. OK. Et donc voilà, là vous avez votre workflow qui est créé. Il suffit maintenant d'enregistrer la version. Et je retourne dans ma partie fichier utilisé. Ah, donc je vais retourner dans ma partie contrat fournisseur. Je vais faire un nouveau document. Donc ici, ce qui est important, c'est le nom du fournisseur. L'objet ici, donc il n'y a que deux informations qu'on a prises, les informations de date de début et l'information nom du fournisseur. Je mémorise mon contrat. Donc mon workflow, je ne l'ai pas encore assigné, je l'ai mis en démarrage manuel, donc je vais le démarrer manuellement pour que ce soit pris en compte. Voilà. Et maintenant je vais dans ma partie contrat fournisseur. Et donc là, mon document, si je l'ouvre, actuellement je n'ai rien du tout associé à ce document, à part ma page de garde classique. Si maintenant je démarre mon workflow de génération de fichiers et que j'actualise le résultat, voilà. J'ai bien mon document Word qui a été généré. Si je vais sur mon document Word, on peut voir que ici on a bien l'information Canon France et la date que j'ai spécifiée. Donc cette partie va vous permettre du coup de générer un document Word ou PDF directement avec des données d'index. Voilà pour la démo. Alors, donc on va continuer. Ensuite, donc une autre nouveauté, donc bon, merci Walid pour cette démo sur la création de documents, j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Alors, une autre nouveauté, c'est les notifications d'espace de stockage pour Zerfor Online. Alors, les cas d'usage, c'est tout simplement que les administrateurs et les utilisateurs qui se sont inscrits donc, dans le Solution Designer recevront des notifications lorsqu'ils s'approchent des limites de stockage de leur Zerfor Online. Il y a des messages pop-up clients et des notifications par email qui sont possibles. Donc les deux sont possibles. On a des messages personnalisés qui sont basés sur le modèle de licence, c'est-à-dire soit du prépayé, soit du paiement à l'utilisation. Les messages sont envoyés à des centiles, donc excusez-moi, j'ai pas corrigé ça. Des centiles, c'est-à-dire que si vous définissez que c'est à 70% de l'espace de stockage qu'il faut une alerte, et bien dans ces cas-là, c'est à l'équivalent en mégas ou en gigas que vous allez avoir l'alerte, tout simplement. C'est disponible dans certaines applications clients, dans le Solution Designer et dans le Web Client. Les notifications d'espace de stockage pour Zerfor Online apportent une meilleure visibilité et une anticipation surtout du stockage utilisé par les clients. Donc jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de notification. Donc c'était nous qui envoyions un rapport mensuel à Canon France avec les utilisations de chaque client et nous alertions si on était à 70 ou 80% de l'espace de stockage de façon à anticiper et à
demander une commande d'espace de stockage supplémentaire. C'était un processus qui n'était pas forcément fiable ni rapide, et du coup certains clients pouvaient se retrouver bloqués, ou alors nous on se retrouvait à avoir des clients qui dépassaient leur espace de stockage. Voilà. À partir de maintenant, les clients ont cette alerte et ces pop-up de façon à anticiper, de façon à commander directement l'espace de stockage supplémentaire et à ne pas être bloqué, puisque maintenant, le client, s'il ne commande pas, il sera bloqué s'il arrive à 105%, on laisse une petite marge additionnelle, à 105% de son espace de stockage. Voilà. Donc le client est maintenant autonome et vous rappelle donc pour acheter des espaces supplémentaires de façon à être stocké. Donc pour les clients qui sont en mensuel, eh bien ils ont un message là qui est en anglais, mais bien sûr ça sera en français, qui lui dit attention, le premier message c'est vous avez dépassé les 50% de stockage et donc vous allez avoir du stockage automatique qui va être ajouté quand vous atteignez 100% de votre stockage supplémentaire, et donc vous allez être facturé de cet espace supplémentaire. Voilà. Quand il atteint 100%, eh bien vous allez l'utilisateur a un message qui lui dit attention, parce que vous avez dépassé les 100%, nous avons ajouté de l'espace supplémentaire, et du coup cet espace supplémentaire va vous être facturé dans les factures à venir. Voilà. C'est dans le cas du prépayé que le client est bloqué. Donc c'est pour ça que notamment sur le réseau indirect qui ne fait que du prépayé, c'est absolument primordial de le savoir. Quand un client dépasse les 100% ou les 105%, eh bien il sera bloqué. Donc c'est vraiment important qu'il soit sensibilisé sur le fait que dès qu'il a cette alerte, il faut qu'il commande de l'espace supplémentaire. Donc il a une première alerte quand il atteint 50%, il a une deuxième alerte quand il atteint 100% du stockage, et ensuite il a vraiment une alerte à partir du moment où il a atteint les 105% et qu'il est complètement bloqué et qu'il ne peut plus enregistrer de documents supplémentaires. Par contre, oui, les notifications sont en français, comme je le disais. Donc, là, je ne les ai pas mises en français, je ne les ai pas les alertes, mais par contre, vous les aurez, et les clients les auront en français pour des clients français, bien entendu. Voilà. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Les notifications de stockage, eh bien, pour les clients prépayés, donc comme je vous disais, le stockage sera bloqué après dépassement de la date limite, une fois quand il essaye d'enregistrer un document. Voilà. Les notifications, donc la boîte de dialogue, concerne le stockage et donne des informations un peu plus étoffées et étayées que simplement l'espace de stockage. Vous avez ici le nombre total de documents rentrés dans le système, le nombre total de versions de documents, la taille complète des documents et l'espace de stockage qui est alloué par rapport à ce que le client a acheté. Voilà, donc vous avez un petit peu plus d'informations juste en dessous qui dit que le client utilise un paiement mensuel, donc c'est une contractualisation mensuelle, et qu'avec ce type de licence, eh bien, s'il dépasse, il ne sera pas bloqué, mais qu'en revanche, il sera facturé de l'espace supplémentaire utilisé. Voilà. Il y a donc cette petite alerte, vous voyez, donc qui arrive en plus du stockage, qu'on peut bien évidemment désactiver si ça embête les utilisateurs, puisqu'il y a les administrateurs, mais aussi les utilisateurs qui sont notifiés avec ce petit pop-up là. Voilà. Les notifications de stockage peuvent être, je peux laisser la main à Walid, mais elles peuvent être aussi définies dans le Solution Designer. Walid, si tu veux ajouter 2-3 mots là-dessus. En fait, ici, vous allez pouvoir spécifier à partir de quelle limite vous allez recevoir une notification, donc à 75%, 90% ou 100% de votre stockage, et quelles vont être les adresses mail qui vont recevoir cette notification. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs adresses mail qui reçoivent la notification d'alerte. Voilà.
Alors, on va passer sur la partie gestion des erreurs du content connector. Donc, avant, quand on intégrait des documents avec le content connector, on pouvait voir les documents qui étaient intégrés, et on pouvait voir aussi ceux qui étaient en erreur, mais sans avoir la main sur ceux qui étaient en erreur. C'est-à-dire que les documents qui sont en erreur vont être déplacés dans un dossier que vous allez spécifier, mais ensuite il faudra faire un déplacé de ces documents dans le dossier d'entrée pour pouvoir les retraiter. Depuis ce mois-ci, vous allez pouvoir maintenant, via la gestion des erreurs du content connector, vous avez une nouvelle option qui vous permet de réessayer d'intégrer les fichiers qui ont mal été intégrés. En fait, cela fonctionne de la manière suivante. Vous allez intégrer un fichier, votre fichier a mal été intégré, vous allez corriger cette erreur d'intégration dans votre profil d'indexation, par exemple, si c'est une donnée obligatoire qui n'a pas été remplie, etc. Une fois que vous avez corrigé, vous allez aller sur la console et relancer le fichier pour une nouvelle intégration, jusqu'à ce que l'intégration se passe correctement. Donc, voilà, je vais te laisser lancer la vidéo. Donc ici, vous voyez, on est sur la console. On a... Alors, la vidéo, par contre, n'est pas très claire. C'est pas grave. Alors, en fait, vous voyez ici, vous avez maintenant une partie gestion des erreurs avec tous les documents qui sont en erreur. Donc, vous allez sélectionner la ligne du document qui est en erreur si vous voulez le relancer. Et en haut, vous avez différentes options. Alors, vous allez pouvoir filtrer cette liste-là. Vous allez pouvoir réessayer d'intégrer le document. Et dans la fenêtre du bas, vous allez pouvoir voir les erreurs associées au document. Donc, est-ce que c'est une erreur parce que le fichier est manquant? Est-ce que c'est une erreur parce que l'intégration se fait mal à cause d'une donnée qui n'est pas correcte, etc. Donc voilà, vous pouvez sélectionner en masse, bien sûr, l'intégration des données. Et donc, derrière, dans la console, vous pouvez voir qu'ils sont remis en intégration. Et s'ils sont correctement intégrés, alors l'intégration, vous aurez un OK à côté du statut de l'intégration des fichiers. Et si vous avez une erreur, à nouveau, vous allez avoir le message d'erreur spécifique. Voilà pour la partie gestion des erreurs avec le Content Connector. Voilà, merci Walid. Donc il y a d'autres fonctionnalités, hein. Il y a des expériences guidées pour les mises à jour clients. Ça je sais plus trop de quoi il s'agit, excusez-moi. Walid, je sais pas si toi ça te dit quelque chose. Pardon. L'expérience guidée pour les mises à jour clients, je crois que c'est simplement que c'est très simple, hein, suivant. Par contre, peut-être que tu peux dire un petit mot sur la mise à jour dont on a parlé la dernière fois par rapport à ma mise à jour, par exemple. Ah oui, donc quand vous allez mettre à jour Zerfor, maintenant vous allez, comme avant, vous allez avoir une notification pour vous dire qu'une nouvelle version de Zerfor est présente et en cliquant sur le lien, vous allez télécharger le client associé à cette mise à jour. Quand vous allez le télécharger, il se peut que vous ayez un message d'erreur qui vous signifie que vous avez déjà un installateur de présence sur votre disque. Il faut du coup aller à l'emplacement spécifié dans le message d'erreur, supprimer le fichier, puis relancer le téléchargement pour pouvoir installer correctement la nouvelle mise à jour. Voilà, je pense que c'est important de le mettre, on le rajoutera dans le slide, comme ça sera plus simple. Et puis vous avez des informations que vous pouvez trouver sur les notes de version, donc les release notes, hein, les notes de lancement, sur notre help /update. Voilà.
Donc, ce n'est pas tout, hein. Comme je vous disais, il y a une nouvelle version qui arrive au mois de juin. Donc, les nouvelles fonctionnalités à venir dans Airflow Online eh bien, arrivent au mois de juin avec le reste. Et ça sera aussi la date de lancement du Airflow On-Premise, donc le lancement annuel pour les clients On-Premise. Donc, il y aura la prise en charge des personnalisations de workflow dans Airflow Online. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous allons pouvoir ajouter des DLL, des customisations dans les workflows sur du Zerfor Online. Je sais que c'était quelque chose de très très attendu et donc vous serez ravis d'apprendre que à partir de juin, ça sera possible. Voilà. Vous allez aussi avoir le calcul automatique de champs. Donc de champs automatiques, de champs numériques et monétaires par exemple. Voilà, donc ça va être aussi très intéressant pour tout ce qui est comptabilité notamment. Et puis une grosse nouveauté qui a pris du temps de nos développeurs cette année et qui est très demandée sur le terrain vraiment à travers le monde, qui est vraiment une nouvelle fonctionnalité totalement à part entière, c'est les formulaires électroniques dynamiques. Donc vous allez voir, c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'avoir des formulaires mais complètement dynamiques en fonction de ce que vous rentrez avec différentes pages de formulaires, etc., etc. Donc je vous en dis pas plus, je veux pas vraiment voler la vedette à la vidéo de lancement qui va arriver bientôt, mais vous aurez plus d'informations très rapidement sur ce que cette fonctionnalité va pouvoir faire et vous allez être bien sûr invité au nouveau webinaire sur les fonctionnalités de juin qui vont arriver. Je crois que ce webinaire sera en mai, donc le mois prochain. Donc je vous enverrai l'information le plus vite possible pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, alors, hop, là ça en disait un petit peu plus sur les nouveautés qui ont été lancées en version online et qui seront donc disponibles en version on-premise. Donc bien évidemment le Content Connector avec l'OCR et les codes barres et les profils donc sur le Content Connector, la création automatique de documents, plus de méthodes d'authentification, les notifications de stockage pour Zerfor Online, mais qui seront aussi disponibles en version on-premise avec pas les pop-up de stockage, mais l'information sur le nombre de documents et sur le volume utilisé. Vous allez avoir le traitement des erreurs dans le Content Connector, voilà les calculs sur le terrain, les calculs d'index, et puis ensuite, la prise en charge de personnalisation en ligne et les formulaires électroniques dynamiques avec on-premise. Donc tout ça, vraiment, sera disponible sur la version 2019. Vos idées sont extrêmement importantes pour nous, ça fait vraiment partie de notre suivi des nouvelles fonctionnalités et notre cursus de développement. Donc je vous invite vraiment à mettre en ligne des idées que vous avez pour les nouvelles fonctionnalités. Ça ne veut pas dire, hein, je ne vous garantis pas que ça sera pris en compte, puisque comme vous voyez, on a des centaines d'idées qui nous arrivent, des centaines d'idées vraiment, encore une fois, mondiales, et c'est vraiment une notion de démocratie, et c'est les votes, les fonctionnalités qui auront le plus de votes, qui auront le plus d'attention. Donc je vous invite à deux choses, mettre en ligne votre idée de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de prendre du temps et de regarder les fonctionnalités qui sont en ligne et de voter, puisque si vraiment c'est des fonctionnalités qui vous intéressent, eh ben, elles seront prises en compte plus sérieusement si elles ont plus de votes. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont volontaires et qui participent, puisqu'on a plus de 2100 votes en ligne et 207 commentaires sur ces votes-là. Jusqu'à maintenant, donc ça fait un an que ce portail est en ligne, c'est très efficace puisqu'on a 30 idées qui ont été livrées, donc c'est très intéressant pour vous, et on en a 5 sur 10 qui sont en cours de développement. Donc vraiment, c'est très utile, et encore une fois, je vous invite à être actif sur ce portail-là.
Je pense que si vous faites partie de ce webinaire-là, c'est que vous êtes inscrit à la newsletter qui est faite pour vous, donc la newsletter partenaire, c'est-à-dire Canon et partenaire Canon, qui vous invite à des webinaires techniques sur les nouveautés, sur les offres commerciales, sur des formations, mais aussi sur des témoignages clients. Hein, vous allez en avoir un bientôt que je vais vous envoyer, sur les infos produits et sur les infos nouveautés. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à vous inscrire via le lien qui est ici. Vous avez aussi la newsletter client. Aujourd'hui, on a très peu de clients qui sont inscrits. C'est dommage parce que ça nous permet d'être plus dynamique, d'avoir une plus grande communication avec les clients finaux, de leur donner des idées sur leur façon de capitaliser sur Zerfor avec d'autres cas d'usage, de leur donner des témoignages clients et donc d'avoir une relation vraiment pérenne et dynamique de façon à leur montrer qu'on est aussi présent et qu'on n'est pas là pour installer une solution et qu'après on disparaît, ce qui est le cas pour certains clients, pas tous bien sûr. Donc, on les invite au webinaire technique s'ils le veulent. Ce sont des webinaires différents des vôtres, hein, mais aussi surtout sur les nouveautés, sur les nouvelles offres et les nouveaux cas d'usage, sur les témoignages clients, sur les infos produits et sur les infos nouveautés. Voilà, donc le lien est ici aussi si vous voulez le transmettre aux commerciaux qui travaillent avec vous de façon à le transmettre à leurs clients finaux. Il y a, pour vous donner une idée des webinaires, donc il y a ces deux newsletters-là qui sont sortis, qui les deux faisaient mention des webinaires, donc un sur le processus achat et l'autre sur l'expert update auquel vous participez actuellement. Voilà, donc nous sommes dans les temps, nous avons 10 minutes pour les questions-réponses si vous en avez. Je vous laisse les noter sur le chat. Un grand merci de votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos attentes sur la formation en ligne des experts et des consultants sur les fonctionnalités qui ont été lancées jusqu'à maintenant. Ces webinaires-là seront trimestriels. On a arrêté l'Expert Day qui était une journée en face à face dans les bureaux de Zerfor, mais qui malheureusement ne pouvait accueillir que quelques dizaines de personnes. Là, nous avons décidé de faire ça sous forme de webinar pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes et que vous ayez tous l'information et tous surtout la même information. Voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Donc, de toute façon, si vous en avez, Walid et moi, nous sommes toujours disponibles pour y répondre. Voilà, écoutez, un grand merci. Walid, je ne sais pas si tu veux ajouter quelques mots. Non, merci de l'attention que vous avez eue, j'espère que ça vous a plu.